Merci Elodie. Je ne sais pas si vous... Là, vous m'entendez? Oui. Merci Elodie, merci Guilhem, merci Caroline de m'avoir conviée à cette journée. Donc effectivement, je suis responsable d'une unité qui vient d'obtenir des financements pour pouvoir accompagner au mieux les jeunes. On pourra en reparler un petit peu après. Et j'ai traversé la Manche parce que je suis actuellement à l'université de Southampton pour une année recherche, mais je reviens en novembre. Mes conflits d'intérêts, je fais partie de l'association Transsanté France et de la WPASS. Alors, je ne suis peut-être pas à jour de mes cotisations, mais c'est pas grave, vous savez tout. Je voulais commencer par une histoire, c'est plus pour faire un peu le fil rouge de cette présentation. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, alors j'ai changé le prénom. Evan, 15 ans, une personne qui a été assignée fille à la naissance, qui vit avec donc, des parents qui sont divorcés depuis la petite enfance, qui est en garde alternée, et qui a une petite sœur. Evan, c'est quelqu'un qui a un bon niveau scolaire, il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là, et qui a comme ambition de devenir médecin. Au moment où, juste avant de le rencontrer, il a un suivi psychologique depuis plusieurs années pour des symptômes divers et variés, notamment des symptômes de boulimie, d'anxiété de performance. Et puis, ce qu'on observe, ou ce que les parents observent, c'est quand même une majoration de l'anxiété sociale petit à petit, à l'arrivée notamment de la puberté, et qui s'aggrave progressivement. Il y a un coming out qui a été fait auprès des parents au moment de la puberté également, qui est bien accepté et soutenu du côté de la maman et qui est beaucoup plus compliqué du côté du papa, avec un papa qui rejette, qui élude la question, qui décide qu'on ne parlera pas de ce sujet à la maison. Et donc c'est compliqué, vous imaginez bien, pour Evan. Evan, donc, je le reçois en consultation. Il m'évoque un petit peu son parcours, ses questionnements, et puis il explique qu'il avait tenté un coming out plus précoce, un coming out lorsqu'il était en primaire, mais finalement qui n'a pas abouti dans le sens où il s'est senti assez peu entendu. Il a eu l'impression que ça ne trouvait pas écho auprès de son entourage, et donc il a finalement remis la question à plus tard. Et lui, il évoque bien que c'est à ce moment-là qu'il s'est senti plus anxieux, qu'il s'est senti plus en difficulté sur le plan aussi de son corps, de l'alimentation, etc. Au moment où je le reçois, il veut plus se rendre chez son père. Il y a une rupture qui est assez massive, on imagine. Et une anxiété sociale qui devient tellement marquée qu'Evan ne veut plus aller au collège. Je vous rappelle que c'était un bon élève, qui n'avait pas de soucis, en tout cas pas de troubles des apprentissages ou de choses qui pouvaient impacter la scolarité. Notamment parce que le père a appelé l'école en disant que Evan avait des problèmes et que l'école ne devait pas soutenir la transition sociale puisque le père y était opposé. Alors, c'est une situation un peu catastrophique, mais c'est celle que je rencontre en psychiatrie. Et je vous la présente parce que elle illustre assez bien finalement ce qu'on va pouvoir faire avec les jeunes, où est-ce qu'on va pouvoir les aider et où est-ce qu'il faut mettre de l'énergie surtout pour pouvoir les accompagner. On en a parlé un peu en filigrane, mais il y a un modèle qui s'appelle le modèle du stress des minorités. Adèle Zuffray en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec l'idée qu'il y a des facteurs de stress externes et internes qui découlent du fait de faire partie d'une minorité, alors ici d'une minorité de genre, et qui vont entraîner des difficultés à terme, des difficultés qui vont avoir un impact sur la santé mentale et la santé physique des individus. Ça, c'est quelque chose qui fait assez consensus aujourd'hui. Alors, chez les enfants et les adolescents, dans l'accompagnement des variances de genre, il y a beaucoup de choses qui ne font pas consensus, il y a beaucoup de débats, mais s'il y a un point où tout le monde est plutôt d'accord, c'est sur le fait qu'il y a des discriminations, il y a du rejet de la part de la société, mais également des soignants, il y a de la victimisation et il y a un problème d'acceptation globale. Et que tous ces facteurs de stress externe, ces discriminations, elles ont aussi un impact au niveau interne, transphobie internalisée, on en a parlé tout à l'heure, mais on a aussi des leviers pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux. Je vous ai rajouté la difficulté d'accès aux soins parce que c'est une forme de discrimination. Les ados et les enfants qui viennent nous voir en consultation, souvent ils ont des parcours où ils ont tenté de prendre soin d'eux, d'aller voir d'autres professionnels, mais ils ne se sont pas forcément sentis entendus, ou ils se sont sentis, voire rejetés parfois, que ce soit avec le psychiatre, le psychologue ou le médecin généraliste qui refuse d'adresser jusqu'à une consultation ou qui ne veut pas parler de ça en consultation. Donc ça entraîne des difficultés parce que ça va aussi majorer les problèmes de santé mentale qui sont émergents. Et donc c'est là-dessus qu'on doit pouvoir agir. Quand je parlais de consensus, donc il y a un consensus sur le fait qu'il y a un stress externe qui va être important.
et que ça a des conséquences sur la santé mentale. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas redétailler puisque Adèle Juffré l'a fait tout à l'heure, mais il y a une prévalence très importante de difficultés sur le plan de la santé mentale chez les personnes trans qui s'explique en partie par ces vécus de harcèlement, de victimisation et ces facteurs de stress. Je voulais revenir aussi sur le parcours de genre, parce que c'est une question sur laquelle on est souvent sollicité en tant que psychiatre, en tant que pédopsychiatre. C'est finalement, et c'est une question que les parents nous posent aussi, est-ce que c'est une vraie transidentité? Alors moi, je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que le parcours de genre est typique chez mon enfant, est typique d'une transidentité? Il n'y a pas de parcours de genre typique, et c'est pour ça que l'idée de la consultation, ça va être vraiment d'accueillir chaque jeune dans son histoire individuelle, de pouvoir comprendre finalement comment son identité au sens global, mais surtout son identité de genre s'est développée, et quels ont été les facteurs qui ont plutôt favorisé sa santé mentale, qui ont plutôt été dans un sens de le soutenir, et au contraire, les choses qui ont pu être vécues comme plus difficiles. Il n'y a pas de facteur type, il n'y a pas de choses qui causent la transidentité. En tout cas, on n'en est pas à chercher des causes, on en est à essayer d'accompagner les jeunes au mieux. Et puis, un point qui est quand même important, c'est la puberté. Alors, j'ai mis catalyseur, c'est peut-être pas un bon terme, mais en tout cas, la puberté, c'est un moment très fort, de façon globale pour les ados. Je vous apprends rien là-dessus, c'est une période qui est émotionnellement complexe, période où on construit son identité, on se sépare de ses parents, on s'individualise en tant que sujet. Il y a une peur du rejet qui peut être plus marquée, un sentiment aussi d'urgence, de devoir régler les soucis tout de suite, de devoir tout de suite intervenir. Donc c'est une période qui va être difficile et qui en plus est une période où physiquement il va y avoir des changements corporels. Donc pour des adolescents, de jeunes adolescents qui se sentaient déjà mal dans leur corps, mal dans leur genre, ça va être difficile de voir ce corps qui change. Parce que c'est une forme de perte, il y a une forme de perte d'espoir. Il y a des ados qui arrivent et qui disent jusque-là, j'ai finalement pensé que mon corps resterait comme ça et que ça irait à peu près. Et puis je me rends compte en fait quand la puberté arrive que non, mon corps il change et il change pas comme je l'avais imaginé, et ça devient d'autant plus difficile. Et ça inquiète beaucoup aujourd'hui, l'idée que les choses arrivent à la puberté, puisque ça arrive à l'adolescence, et que l'adolescence c'est compliqué, mais souvent c'est juste que c'est un moyen, c'est un moment où ça se renforce, la souffrance se renforce, mais les difficultés étaient présentes auparavant, et le mal-être on le retrouve auparavant. Evan, je l'ai reçu au moment de la puberté, parce que c'est devenu urgent à ce moment-là. Il avait eu envie d'en parler avant, il avait essayé d'en parler dans son suivi psychologique, il sentait bien qu'il avait besoin d'un accompagnement à ce sujet. Il ne savait pas encore de quoi il avait besoin. Mais par contre, au moment de la puberté, il était clair qu'il avait besoin d'accéder à des soins transaffirmatifs, et il était très perdu pour savoir comment faire. Alors, comme je suis pédopsychiatre, je vais vous parler de la fonction du psychiatre d'enfants et d'adolescents. Aujourd'hui, on n'a pas de recommandations françaises sur le sujet. On a des recommandations internationales, celle de la WPATH. La fonction du psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, dans les recommandations internationales, elle n'est pas décrite comme propre aux psychiatres, aux pédopsychiatres. L'idée, c'est que la personne qui accueille et qui guide finalement les enfants et les ados dans leur parcours, ça va être une personne qui est capable d'accueillir les questions de diversité de genre, une personne qui va être capable d'évaluer notamment les troubles du neurodéveloppement, mais également les aspects de santé mentale de façon plus globale. Une personne qui est capable d'évaluer le développement de l'enfant. Et puis, il y a la question du raisonnement, en tout cas de la capacité à s'autodéterminer et comment on va soutenir cette capacité à s'autodéterminer. Mais ce n'est pas forcément un psychiatre. Il se trouve que la formation du psychiatre, du psychologue, permet d'avoir ce genre de compétences, mais dans d'autres pays, ce n'est pas les psychiatres qui reçoivent les jeunes en première intention, et il n'y a pas de problème avec ça. Nous, notre travail, en tout cas moi sur l'unité dont je suis responsable, c'est déjà d'accueillir les personnes, d'essayer de comprendre comment on va pouvoir les aider. Est-ce qu'on est les bonnes personnes pour pouvoir les aider, ou est-ce qu'il faut les orienter vers d'autres personnes? Des fonctions non spécifiques de la psychiatrie, faire de la prévention, faire du repérage de troubles psychiatriques, du dépistage, du diagnostic, et pouvoir traiter les troubles psychiatriques associés si c'est nécessaire. Et puis des fonctions plus spécifiques ici, dans le parcours éventuel de soins transaffirmatifs, de pouvoir avoir
une fonction de coordination et de proposer, dans l'idéal, des approches transaffirmatives dont je vous parlerai après. Un mot qui fait un peu grincer des dents, c'est le mot évaluation. Je l'ai quand même laissé sur la diapo, mais l'idée, c'est vraiment la première fois qu'on rencontre l'enfant ou l'ado, il y a plein de choses qu'il va falloir évaluer, dans le sens qu'on va devoir s'assurer qu'il y a des choses qui fonctionnent. Sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'on va évaluer déjà le retentissement, hein, sur le plan psychique. Est-ce que l'ado, l'enfant a besoin d'aide sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a des co-occurrences? Est-ce qu'il y a un trouble du neurodéveloppement? Essayer de comprendre son parcours de genre, ce qui a pu finalement le mettre en difficulté. Il y a des ados qui vont nous expliquer que le coming out, ça a été un soulagement pour toute la famille, et puis au contraire, d'autres qui vivent ce moment comme quelque chose de très difficile parce que le monde autour s'effondre, la famille se disloque. Donc essayer de comprendre un petit peu comment les choses se sont articulées. Essayer d'évaluer le niveau d'information aussi, finalement, où en est l'ado. Alors souvent, ils sont bien plus informés que nous, mais pouvoir évaluer ce niveau d'information, pouvoir transmettre les bonnes informations derrière. Mais il n'y a pas que l'ado, il n'y a pas que l'enfant, il n'y a pas que l'ado, il y a toute la famille qu'il va falloir prendre en compte. Et c'est aussi comment l'ado, l'enfant est soutenu dans sa famille. Et ça, c'est hyper important. C'est que si vous avez des parents qui n'en sont pas au même stade, qui n'en sont pas au même niveau de connaissance, qui sont très stressés, ou voire qui sont très opposés, il risque d'y avoir des conséquences sur l'ado ou sur l'enfant qui sont importantes. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir les évaluer, de pouvoir les mettre en évidence assez rapidement pour les prendre en charge. On va analyser le fonctionnement familial, on va analyser aussi les aspects du contexte culturel, et puis un point essentiel, on y reviendra un peu après, c'est le point de la scolarité. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que l'école soutient, accepte ce qu'elle est censée faire si les parents sont d'accord? Et puis si ce n'est pas le cas, de pouvoir travailler avec l'école à rendre justement cette acceptation possible. Ce qu'on va proposer, c'est un accompagnement plurifocal, aussi pluridisciplinaire. Je ne suis pas seule psychiatre avec ces jeunes, hein. On travaille avec, je vous montrerai après, mais les endocrinologues de l'hôpital à côté, l'équipe de chirurgie aussi, si c'est nécessaire. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir se concentrer sur ce dont on vient de parler, la santé mentale, puisque c'est mon cœur de métier. Donc, est-ce qu'il y a des troubles pédopsychiatriques? Est-ce que ces troubles, est-ce qu'on a besoin de mettre en place un traitement? Est-ce qu'il y a besoin de soins spécialisés sur ce point-là? Sur les aspects plutôt d'environnement, est-ce que l'école soutient? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sur le soutien associatif, est-ce que la famille a déjà rencontré une association? Est-ce qu'ils ont des noms? Est-ce qu'ils savent où se rendre pour avoir des informations du côté associatif? Parce qu'on ne fait pas la même chose, on n'apporte pas les mêmes informations. Et c'est important aussi que ce versant-là soit en place. Et puis, les soins plus spécifiques à la transition sociale, médicale et ou chirurgicale en fonction de l'âge et des besoins qu'on va pouvoir mettre en place. Donc ça demande d'évaluer, de comprendre quels sont les besoins du jeune, quelles sont ses envies, dans quoi il se projette, pour pouvoir l'orienter vers les personnes qui pourront répondre justement à ces attentes. C'est un peu comme ça qu'on est aujourd'hui organisé sur Lyon. Alors, je vous mens un peu parce qu'on n'a pas encore les groupes pour les ados et la partie suivi psychologique et l'éducateur. On vient juste d'obtenir les financements, donc on va pouvoir recruter des personnes en plus. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler au sein du microcosme de l'enfant et de l'ado, de pouvoir vraiment avoir cette fonction de coordination, de pouvoir les orienter. On travaille vraiment avec l'hôpital à côté, les HCL, pour pouvoir avoir tout ce qui est consultation d'informations autour de la fertilité, la rencontre avec les endocrinologues, et on travaille vraiment ensemble, ce qui permet de reprendre les infos des uns et des autres, de vérifier qu'est-ce qui a été compris en consultation, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je rajoute, est-ce que finalement la consultation elle nécessite de revoir l'endocrinologue parce que c'était pas clair, parce qu'on n'a pas tous compris la même chose. Donc on travaille vraiment en réseau pour permettre justement à l'adolescent, à l'enfant, d'identifier ses besoins tout au long de son parcours et de pouvoir y répondre. On travaille avec les autres services de psychiatrie parce que l'idée, c'est pas, et ça c'est hyper important, c'est pas qu'il y a un service pour les ados qui décrivent une variance de genre, une diversité dans le genre. Ils ne doivent pas tous être reçus au même endroit en psychiatrie. C'est-à-dire que nous, on est là pour proposer une coordination vers des structures qui vont être plus spécifiques.
Par contre, n'importe quelle personne a le droit d'aller voir un psychiatre et d'être pris en charge par un psychiatre, pas forcément sur notre dispositif. Et ça manque un peu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de psychiatres, beaucoup de psychologues qui vont dire moi je ne sais pas faire. En fait, on sait faire notre travail et notre travail n'est pas différent avec les enfants qui se questionnent autour du genre. Et ça c'est important parce qu'on a un peu peur, en tout cas en montant ce dispositif, de devenir un peu la cible. Et puis voilà, la personne décrit des questionnements autour du genre, on va l'envoyer sur vague. C'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on puisse aussi, nous, prendre le temps de former les collègues, de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise pour que les jeunes n'aient pas à réfléchir à où ils vont aller pour leurs soins, mais pouvoir aller à l'endroit où c'est le plus pratique, le plus proximal et le plus adapté. Je vous disais tout à l'heure qu'on essaie de travailler avec l'école. Il y a une circulaire qui existe, qui donne des recommandations pour les écoles, donc sur laquelle on peut s'appuyer pour faire en sorte que l'enfant, l'ado, soit accepté avec le prénom désiré, le pronom désiré au sein de sa classe, et qu'il y ait une vigilance aussi vis-à-vis des discriminations, vis-à-vis des violences qui peuvent être vécues en milieu scolaire. Pour les enfants et les adolescents, alors notamment quand je parle d'adolescents, je parle d'adolescents donc après la puberté. Dans les recommandations internationales, un des points essentiels, ça va vraiment être cette collaboration. Le fait de pouvoir promouvoir l'acceptation des expressions de genre, l'acceptation du vécu de genre dans les différents milieux, parce qu'il y a plein d'études qui ont montré que c'est justement ce soutien social qui permet derrière de diminuer l'impact sur le plan psychiatrique, la diminution de l'anxiété, diminution des idées suicidaires, etc. Donc, en permettant aux jeunes de pouvoir vraiment s'exprimer dans tous ces milieux, on a un impact sur le plan psychique, et c'est notre travail, c'est d'améliorer la santé mentale de ces jeunes. Un point que j'ai laissé à la fin de cette diapo, c'est que, et c'est important pour les familles, une réponse neutre ou indifférenciée à la diversité de genre du jeune et son exploration a des conséquences négatives. Il y a beaucoup de parents qui disent oui, mais moi je soutiens. Par contre, pas quand il y a les copains à la maison, ou pas quand il y a les amis du travail. Et en fait, c'est une forme de soutien très partiel qui n'est pas un vrai soutien et qui fait que le jeune, il se sent illégitime, il a l'impression de moins valoir que ses frères et sœurs. Aux yeux de ses parents, en tout cas, il y a quelque chose qui pose souci et les jeunes le perçoivent, ça. Et donc, on a vraiment besoin de retravailler avec le milieu familial pour pouvoir aider à favoriser l'acceptation et diminuer ses conséquences négatives. Je vous ai parlé tout à l'heure de thérapie transaffirmative. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais l'idée, ça va être de pouvoir redonner, de pouvoir augmenter les capacités de résilience du jeune et de diminuer tant qu'on peut les facteurs de stress externes et internes. On va travailler sur cette transphobie internalisée, sur le fait que le jeune qu'on a en face de nous, il a la même valeur que les autres, il n'a pas une valeur moins importante parce que c'est une jeune personne trans. On va travailler là-dessus. On va travailler aussi sur comment on répond à des éléments de victimisation, du harcèlement, comment on peut se protéger, vers qui on peut se tourner, quelles ressources on peut utiliser. L'idée, ça va être de favoriser un environnement. Alors, on dit transaffirmatif. L'idée, ça va vraiment être d'accepter l'identité de genre et de proposer un environnement soutenant pour le jeune. Parce que des fois, il n'y a pas d'autre environnement possible. La famille est réticente, en tout cas, ne sait pas trop comment se positionner. L'école attend l'avis de la famille. Le jeune avec ses amis, il n'a plus trop envie d'aller à l'école, donc il ne voit plus ses amis, il n'a plus son petit cercle social. Ça va être vraiment d'offrir cet espace où on peut explorer son identité de genre, on peut essayer de se comprendre, de se poser des questions sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait une bonne façon, une mauvaise façon de faire. De déconstruire aussi les stéréotypes de genre, parce que l'idée, c'est pas de s'y conforter à tout prix, c'est vraiment de pouvoir définir qui on est vraiment. Donc, on les aide également sur ce plan-là. Et puis d'accompagner la transition dans le sens où s'il y a une demande de soins de transition, les anticiper, avoir les bonnes infos, pouvoir se projeter aussi, s'assurer d'une sécurité à la transition, c'est-à-dire si je demande demain à l'école de changer mon prénom, de changer mon pronom, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être auprès des autres? Est-ce qu'il y a des risques pour moi? Et de pouvoir anticiper ça aussi avec le milieu scolaire, par exemple. Et puis, on essaye le plus possible d'inclure les proches. Alors, nous, on a plutôt décidé de monter un groupe pour les parents, pour qu'ils aient aussi un espace, parce que les parents, ils ont plein de questions qui n'osent pas forcément poser en consultation pour éviter de blesser le jeune qui est en consultation avec nous. Donc, on essaye de leur offrir un espace aussi où on peut reprendre ça, peut-être plus à leur rythme,
en tout cas, pour qu'ils puissent également avancer de leur côté. Pour Erwan, parce que je vous ai choisi forcément une histoire qui finit bien, on lui a proposé un accompagnement. Alors Erwan, il a continué à voir sa psychologue, avec qui on a pu être en lien pour s'accorder un petit peu sur comment on pouvait accueillir Erwan le mieux possible. On a pu faire les liens avec l'école, et puis il a pu faire sa transition sociale à l'école. Et puis Erwan, aujourd'hui, a plus de 18 ans, a bénéficié de soins transaffirmatifs, une hormonothérapie, et il a clairement décrit une levée des symptômes psychiatriques qu'on avait observés auparavant à ce moment-là. Ça a été un peu un renouveau. Aujourd'hui, il se rend à l'école, il est en études, il est en première année de médecine. Donc, en tout cas, il a réussi à reprendre la main sur sa vie, et aussi à revoir son papa et à essayer de travailler avec le papa à ce qu'il soit plus accepté et à ce qu'il puisse y retourner. Donc, finalement, au-delà de la question de la transition, on n'a pas eu de soins psychiatriques particuliers à fournir à Erwan. C'était vraiment de le soutenir, de faire en sorte que son environnement soit soutenant pour lui permettre de se sentir dans l'ensemble mieux. Alors, quid de l'autisme ? On a assez peu de travaux, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a encore peu de choses aujourd'hui sur l'autisme et la transidentité, dans le sens, peu de choses dans le sens finalement quelle modalité de soins spécifiques on pourrait éventuellement apporter. Il y a une étude qualitative qui a été faite en 2018 par l'équipe de Strong, où ils ont interrogé donc 22 personnes qui avaient entre 13 et 20 ans sur quels seraient les besoins. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, et si oui, quels seraient les besoins en matière de santé mentale pour les jeunes. Donc on a 4 grandes thématiques qui sont ressorties. Les besoins urgents en matière de genre, c'est-à-dire que voilà, même si la personne est autiste, a eu un diagnostic, elle peut nécessiter également de soins qui sont en tout cas à faire rapidement pour les questions de soins transaffirmatifs, parce qu'il y a une détresse psychologique qui est présente. Hein, l'autisme n'efface pas ça, bien au contraire. Tout ce qui va être les histoires d'exploration de genre, les personnes dans cette étude ont pu rapporter une exploration de genre plus complexe, notamment du fait d'une relation aux normes sociales, une relation aux stéréotypes de genre peut-être différente des personnes neurotypiques, en tout cas sur cette population de l'étude. L'impact de la neurodiversité pour comprendre sa détresse, ses émotions, et ce qu'ont pu rapporter les personnes dans cette étude, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est aussi la difficulté à porter sa voix, à pouvoir dire, voilà, moi je me sens pas bien, voilà comment je me sens, et j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est une des choses qui est ressortie aussi, avec l'idée que le fait d'être autiste aurait un impact justement sur cette capacité à porter sa voix dans ce domaine. Et le dernier point, c'est le fait que le genre, en tout cas le genre perçu, a été remis en question en raison du diagnostic d'autisme, avec plein de choses différentes, mais une phrase qui est d'ailleurs le titre de l'article, les médecins qui avaient été rencontrés pensaient que c'était une obsession, que c'était quelque chose qui était lié à l'autisme, mais qui n'était pas une vraie transidentité. Et que donc ça a retardé finalement la possibilité d'accéder à des soins transaffirmatifs. Alors, il y a des propositions de guidelines qui sont un consensus d'experts. C'est des personnes qui accompagnent des personnes autistes et des personnes trans qui se sont réunies pour proposer des recommandations plus spécifiques. Tout n'est pas consensuel, mais il y a des choses qu'on peut récupérer pour essayer de proposer peut-être des soins plus pertinents. Dans ce qu'ils proposent, c'est déjà que le lien avec les TND soit fait, en tout cas que le diagnostic puisse être, si on rencontre un psychiatre, c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir évaluer le neurodéveloppement et la question des troubles du neurodéveloppement, parce que ça n'a peut-être pas été fait avant, parce que peut-être que le diagnostic est passé à la trappe. Donc c'est une occasion de le faire et d'y penser. D'évaluer les fonctions exécutives dans le sens où les fonctions de planification, les fonctions d'organisation peuvent être éventuellement altérées, et c'est des fonctions qui sont nécessaires pour envisager un parcours de transition, penser à comment ça va se passer pour la gestion du traitement hormonal, comment ça va se passer pour la chirurgie, les soins post-chirurgicaux, et finalement de pouvoir aider la personne à anticiper si elle a des besoins à ce niveau-là. D'évaluer la cognition sociale, la capacité à défendre ses intérêts auprès des autres, ça on vient d'en parler.
promouvoir l'exploration de genre, mais surtout l'adapter au TSA. Alors, ce qu'ils proposent, c'est plutôt pour des jeunes qui seraient en difficulté, finalement, pour démarrer cette exploration, pour savoir comment faire, c'est de pouvoir peut-être la structurer avec eux. Si c'est des personnes qui sont justement, qui répondent à cette structuration de l'environnement, qui y sont sensibles, ben, peut-être de les accompagner pour pouvoir permettre à un moment donné d'explorer la question du genre. Un point, alors j'enfonce des portes ouvertes, mais connaître les moyens d'expression des émotions du jeune et de les utiliser, parce que ça c'est important quand on rencontre une personne autiste en consultation, de savoir comment elle va nous exprimer ses difficultés, et on ne le fait pas suffisamment. Et puis aussi, je ne l'ai pas noté, mais pouvoir utiliser des outils adéquats quand on discute, parce que parfois l'entretien classique, il n'est pas forcément pertinent, et utiliser des outils. Alors on a vu tout à l'heure, je trouvais que la première slide d'Adèle Zuffré était très bien pour ça, de pouvoir avoir des choses visuelles qui nous permettent aussi de déconstruire les stéréotypes, et puis d'aller explorer aussi avec le jeune ses besoins, ses ressentis. Un autre outil qui peut être utilisé, c'est pour évaluer les barrières à la transition. Alors, il n'est pas traduit en français, on pourrait le traduire. Hein. C'est vraiment, est-ce qu'il y a des barrières là dans les besoins et les désirs de transition, de soins qu'a pu évoquer le jeune? Est-ce qu'il arrive, ce jeune, à les signifier pour finalement évaluer, bah voilà, est-ce qu'on a pu suffisamment aider la personne, ou est-ce qu'il y a des barrières qui persistent, et si oui, comment on va pouvoir les lever? Quand je vous parlais voilà, de points visuels, c'est un peu la même idée que la diapo d'Adèle Zuffré, de pouvoir déconstruire les stéréotypes. Alors, en plus, moi, les enfants et les ados aiment beaucoup les licornes, donc ça m'arrange bien. Mais ça aide vraiment en consultation à avoir un média pour discuter, parce que parfois, juste discuter, bah, c'est compliqué. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Juste derrière. Bonjour, Julie, je suis infirmière sur l'UHSA. J'ai une question sans doute un peu bête qui appelle plusieurs réponses. À quel âge, en fait, un jeune adulte qui n'aurait pas l'accord de ses parents, qui n'aurait pas l'accompagnement familial qui va dans le sens de sa transition, peut faire les démarches de transition par lui-même? Et dans le cadre d'un trouble autistique associé, est-ce que ça modifie cet âge? En France, c'est assez codifié sur les 18 ans, en fait, sur la question de l'autorité parentale. Donc, tant que les parents ont l'autorité parentale, on a peu d'autres moyens que de s'y référer. Après, si on pense que la personne qu'on reçoit est en danger sur le plan de sa santé et que les parents n'y répondent pas, dans ce cas-là, bah, c'est peut-être de faire un signalement, c'est peut-être d'aller explorer cette question, savoir si l'autorité parentale, elle est justifiée, elle est toujours, ou elle doit être soutenue à ce moment-là. Mais on n'a pas vraiment d'autres moyens de faire. Avant 18 ans, on est vraiment bloqué par cette question de l'autorité parentale. Et en Europe, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui savent. Je ne pourrais pas vous répondre. Et puis, on a pu la Suisse avec nous. Merci. Donc moi j'avais une question sur votre capacité d'accueil. En fait, vous avez quelle possibilité d'accueil pour les jeunes? Et indirectement aussi, parce qu'on vous avez parlé de la proximité, jusqu'où vous accueillez les jeunes en fait par rapport au territoire métropolitain, voire ailleurs que métropolitain? Alors, la capacité d'accueil, c'est toujours, ça dépend des situations qu'on reçoit, parce qu'il y a des jeunes qu'on va voir qui vont très bien et en fait qui n'ont pas besoin qu'on les soutienne de façon très rapprochée. Donc ça va nous permettre d'accueillir d'autres personnes. Et puis à des moments, on va avoir que des jeunes qui ont des besoins très intenses, on va dire. Et donc ça limite notre capacité d'accueil. Donc c'est difficile d'y répondre. Juste pour que vous ayez peut-être une représentation un peu de combien on est en termes de temps médical. Bon, cette année, je ne suis pas là, mais sinon, moi, j'ai une journée par semaine à peu près sur l'activité.
une autre collègue qui a une journée complète et une collègue qui a une demi-journée par semaine. Donc ça reste des tout petits temps sur le plan médical. Par contre, on va avoir 1,5 temps de psychologue qui va arriver sur l'unité, un temps complet d'éducateur, et puis on est en train de voir pour avoir un temps aussi d'assistante sociale. Donc ce qui permettrait effectivement d'aller un petit peu plus loin dans les accompagnements, mais ça reste des moyens qui sont limités. Le groupe parent, c'est pareil, on n'a lancé qu'un seul groupe parent pour l'instant, on va devoir en faire plus parce qu'on a 27 parents qui viennent le samedi matin, ce qui fait des groupes beaucoup trop importants. Voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. En termes de territoire, par contre, on n'a pas de on est sur le territoire Aura, on n'est pas sectorisé et donc on accueille des personnes qui viennent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est toujours plus facile quand c'est des personnes qui viennent du secteur du vinatier parce que c'est un secteur qu'on connaît, on sait avec qui sont nos partenaires, avec qui on peut travailler. Mais on sait que la région est assez dépeuplée sur ce plan-là, donc on accueille des personnes de partout, puis on bricole. Alors j'avais 2 petites questions. Concernant les thérapies transaffirmatives, est-ce qu'il y a des programmes qui existent et qui sont validés? Et la deuxième question était, est-ce que dans ces thérapies, on fait intervenir des personnes concernées qui ont peut-être un petit peu cheminé dans leur parcours pour aider ces adolescents? Alors, Clément pourra d'autant plus répondre, mais alors, des programmes qui existent, oui, il y en a. Après, est-ce que ça a été... Enfin, il y a quelques programmes qui ont été validés dans des études contrôlées randomisées. J'ai fait une revue de littérature récemment, ça reste quand même... alors, c'est plutôt des programmes inclusifs, LGBT, mais qui sont centrés sur le modèle de stress des minorités, sur l'idée de pouvoir s'affirmer, etc. Et bien sûr, c'est toujours plus pertinent quand on arrive, notamment quand on fait des groupes réguliers, d'avoir des personnes qui viennent aussi parler de leur expérience. Sur le groupe parents, on a comme partenaire une association où des personnes peuvent venir sur certaines séances pour discuter avec les parents et c'est hyper riche. Et alors, peut-être que au niveau de la validation des programmes transaffirmatifs, s'il y a vraiment des programmes très spécifiques, parce que moi, il me semble que ça reste des programmes ouverts plutôt LGBT qui ont été validés. Mais il y a des approches transaffirmatives qui sont pratiquées assez largement, notamment au Québec, par les équipes autour du docteur, non pas du docteur, pardon, de Denise Médico, dont il était question tout à l'heure, qui travaille aussi avec Françoise Susset et Annie Poulaine sans façon. Et Annie Poulaine sans façon, elle dirigeait la chaire de recherche sur le genre et les jeunes. Enfin, la chaire a changé de nom il n'y a pas longtemps, et il y avait des programmes autour des approches transaffirmatives à cet endroit-là. Donc je suis à peu près sûre qu'il y a des choses qui ont été... Alors, il me semble qu'ils avaient une grosse étude qui était en cours, mais ouais. je ne suis pas sûre que les résultats soient publiés. Est-ce qu'elle est sortie? Voilà, je sais pas. Ouais. Et en tout cas, il y a de plus en plus de contenus de formation, notamment en français, qui sont accessibles maintenant via ces personnes et via certaines associations, dont la nôtre, car je suis également formateur. Donc c'est pour ça que je disais oui. Voilà. J'ai une petite question. Tu parlais des difficultés exécutives tout à l'heure dans l'autisme en particulier. Et c'est vrai que pour moi, c'est une vraie question pour des personnes que je reçois, notamment j'ai une personne en tête, puis qui a de telles difficultés de planification que prendre les rendez-vous est très complexe, s'organiser est très complexe. Et dans ce cas-là, où doit se situer le praticien à quel point on doit accompagner vers la prise de rendez-vous? Parce qu'on parle d'autodétermination, etc. Donc c'est toujours voilà, on nous attend à cet endroit-là, à quel point on s'implique dans la prise de rendez-vous parce que la personne ne peut pas le faire pour elle-même, mais enfin voilà, comment on peut le faire? Je pense qu'en tant que professionnel de santé, on est là pour soutenir l'autodétermination. C'est notre but finalement. On œuvre vraiment dans cette direction. Et s'il y a des barrières à l'autodétermination, on est là pour aider à les lever. C'est pour ça qu'on va donner, on va donner de l'information par exemple, s'assurer que l'information a été comprise, pouvoir proposer des soins transaffirmatifs. Là, nous, ce qu'on a choisi par exemple de faire sur Vague, c'est d'avoir un éducateur qui puisse aider les familles à prendre rendez-vous, à aller au rendez-vous aussi pour pouvoir synthétiser, pour pouvoir éventuellement, s'il y a des questions qui persistent après, si les familles n'ont pas réussi à poser leurs questions, de pouvoir vraiment faire un accompagnement quand c'est nécessaire pour certaines familles qui auraient besoin d'être plus soutenues, ou pour certains jeunes qui auraient besoin... donc je pense que c'est envisageable aussi du côté des adultes. Après, j'imagine que les associations, certaines associations proposent aussi ce genre d'accompagnement au rendez-vous. Et voilà. Mais on est là pour...
on n'est pas là pour faire à la place ou décider à la place d'eux, mais on est là pour soutenir l'autodétermination et lever les barrières telles que les fonctions de planification, par exemple, qui pourraient avoir un impact. Bonjour, moi je voudrais savoir quelles sont les conduites à tenir ou les priorités en cas de comorbidité psychiatrique. Qu'est-ce que vous entendez par priorité? Si, par exemple, quelqu'un qui va présenter des comportements maniaque ou hypomane ou de délire, enfin quelqu'un qui a déjà une pathologie ou des troubles en tout cas, qui commence à présenter des troubles et qui aurait ce genre de demande. Voilà, comment vous priorisez quand vous faites les choses? En fait, on priorise pas, c'est-à-dire qu'on va bien sûr que s'il y a une urgence, on va prioriser l'urgence. S'il y a une urgence suicidaire, on va traiter l'urgence suicidaire et puis on reverra la personne quand l'urgence suicidaire sera diminuée. Mais il n'y a pas de priorisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir, je ne sais pas, traité un épisode dépressif parce que ça prend du temps, 6 mois, 1 an. Pour se poser la question des soins transaffirmatifs et d'accompagner la personne autour des questions de genre. On va le faire en parallèle. Ça nécessite, c'est pour ça que c'est pas sur une petite équipe un peu spécialisée qu'on réussit à tout faire. Et c'est pour ça que l'aspect de réseau, de pouvoir vraiment fonctionner avec les collègues, avec le secteur, il est essentiel parce qu'on ne peut pas tout faire. Et parce que y a des ados qui ont des besoins multiples. Et donc, c'est l'idée de pouvoir vraiment coordonner ces besoins multiples en même temps. Okay. Oui, Lucie, donc Guillemette Rio, je suis pédopsychiatre sur une unité pour les enfants justement présentant un trouble du neurodéveloppement. Je voulais demander au niveau de l'accompagnement, est-ce que vous avez des durées spécifiques? Sur combien de temps vous prenez en charge les jeunes, les familles? Est-ce que c'est variable en fonction des situations? Comment ça se passe? C'est hyper variable. Il y a des personnes qui viennent parce que ils pensent qu'on est la porte d'entrée des endocrinologues, par exemple. Donc en fait, ils ont déjà rencontré des assos, ils sont soutenus, ils vont bien sur le plan psychiatrique. Il n'y a pas de troubles psychiatriques particuliers. Finalement, en fait, je les rencontre, mais j'ai l'impression de servir un peu à rien, d'avoir été un rendez-vous inutile dans leur parcours. Donc ceux-là, on leur propose de les revoir s'ils le souhaitent, mais on ne va pas les obliger à avoir des rendez-vous sur la consultation. Et au contraire, des personnes qu'on va suivre, parce qu'on les voit aussi des fois très jeunes, et donc on va suivre sur plusieurs années. Le rythme aussi va dépendre de la personne. Alors, va dépendre de parfois la proximité géographique. Il y a des personnes qu'on peut moins voir parce qu'elles habitent plus loin, donc on va essayer de coordonner des choses plutôt au niveau local. Et puis des personnes qui ont besoin de refaire un point de temps en temps, mais qui n'ont pas forcément besoin de cet accompagnement soutenu. Ça les rassure de savoir qu'ils peuvent en parler à quelqu'un de temps en temps, mais finalement, c'est pas nécessaire dans leur vie quotidienne. Donc, très variable. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question plus de curiosité, peut-être plutôt technique. On est quand même dans un contexte politique qui est de plus en plus transphobe. On a des livres comme La fabrique de l'enfant trans qui sont sortis et la place de ces personnes au niveau des médias, au niveau des politiques. Et on a Laurent Wauquiez à la tête de Laura. Comment vous avez fait pour obtenir les financements dans ce contexte? On est très fort. Je suis curieuse. En fait, je pense que malgré les réticences, il y a quand même quelque chose qui fait consensus, c'est qu'on a des jeunes qui souffrent et qu'il faut pouvoir les aider. Probablement qu'on a obtenu aussi des financements parce qu'on existe, ça fait 3 ans que la consultation existe, qu'on est bien implanté dans le réseau, je ne suis pas militante non plus, donc je pense qu'on avait une position qui permettait de demander ce financement à ce moment-là. Voilà, après peut-être qu'on a eu de la chance, je sais pas. Juste pour revenir aussi sur l'accompagnement associatif, puisque ça a été évoqué pour les parents, je crois, mais peut-être que c'est aussi sur d'autres sujets. Donc, avec quelles associations vous travaillez? Et puis, on a signé une convention au niveau de la métropole de Lyon avec les institutions lyonnaises via la préfecture, dont des sujets santé où on travaille avec l'ARS. Est-ce que je ne pense pas vous avoir vu dans ces réunions? Non, alors pour les associations, on travaille beaucoup avec Transparents en termes d'associations de parents et j'ai une autre association qui a un nom très similaire, mais je viens de perdre... Grandir Trans.
voilà. Après, justement, notre objectif, là, en ayant un peu plus de moyens et sûrement un peu plus de temps, c'était de pouvoir aussi rencontrer les associations locales. Je pense voilà, exactement. Et au niveau de l'ARS, alors j'avais été conviée à une réunion, c'était plus une réunion pour faire un annuaire, un peu mettre tout le monde en réseau, mais qui avait, voilà, où moi j'avais pas pris la parole parce que il n'y avait pas eu de temps de parole en fait. Voilà. Mais j'étais, en tout cas, si c'est à cette réunion, j'y étais en visio. Merci. On peut remercier la docteure Jurek.